LCI est à vous, on parle santé et bien-être. Alors si les enfants rentrent à l'école jeudi et sont un peu stressés, on en a parlé hier, nous, parents, nous sommes peut-être déjà rentrés au boulot. Et parfois, au boulot, la vie n'est pas toute rose. Le stress de la reprise, l'angoisse de l'open space, du collègue pénible, du chef pas sympa. Ça peut arriver à tout le monde. Comment se prémunir de tout cela? Eh bien, on va en parler avec Brigitte Millot, qui est donc notre médecin. Ça va, Brigitte? Ça va très bien. Welcome dans LCI et vous. Moi, ça va très bien. Docteur Philippe Rodet, bonjour. Oui, nous, on est très bien. Vous êtes ancienne urgentiste, en fait, et vous vous êtes intéressée au stress au travail. Et vous avez écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le bonheur sans ordonnance, dans lequel vous donnez pas mal de clés. Et puis, face à vous, Laure Wagner, porte-parole et culture captain de l'entreprise Blablacar. Alors, on expliquera tout à l'heure que Blablacar est l'entreprise française qui chouchoute le mieux ses salariés. Dites-nous ce que c'est qu'un culture captain. En tant que première salariée de Blablacar, il y a presque 8 ans, j'incarne un peu cette culture start-up, d'innovation et de bien-être aussi en entreprise. Et donc, j'essaye de conserver cette culture-là, malgré la croissance rapide. Aujourd'hui, on est 550 chez Blablacar. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Culture captain, c'est quoi, en fait? C'est le fait de préserver cette culture positive dans des attentions de tous les jours, dans le partage de l'information, dans l'accueil des nouveaux. Le réceptacle de tout ça et la transmission de tout cela. Alors, Brigitte, on va commencer de façon tout à fait didactique. Qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Alors le bien-être, contrairement à une idée reçue, c'est pas simplement installer des baby-foot dans les entreprises ou des fauteuils et puis faire la sieste, c'est pas ça du tout. Le bien-être, c'est réellement la santé. Et d'ailleurs, la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 1946 le définissait vraiment bien. La santé, c'est le bien-être psychologique, etc., etc. Donc, c'est pas, il ne faut pas avoir cette connotation un petit peu péjorative du bien-être. Le bien-être, c'est réellement... C'est pas être cool, quoi. Non, c'est réellement la santé. Alors après, on parle beaucoup de stress au travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est un phénomène adaptatif. C'est normal d'être stressé. Et grâce au stress, on évite des situations à risque. On évite les dangers, on évite beaucoup de choses. Ça vous met tout votre organisme en état d'éveil, en état d'alerte, une puissance incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas, un exemple, celui qui s'évade de prison, le prisonnier qui s'évade, court toujours plus vite que le gardien qui lui court après. Et ça nous vient des Australopithèques. On parlait de Lucie tout à l'heure. C'était pour échapper au lion, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est du bon stress. Et donc tout ça, ça vous met en éveil, ça vous donne une puissance terrible, une force musculaire terrible. Et comme ça, il court toujours plus vite que l'autre qui lui court après. Le mari court toujours plus vite, l'amant court toujours plus vite que le mari, etc. etc. Donc voilà. L'exemple est pas vrai. Le stress, c'est quelque chose de positif. Mais ça devient négatif lorsqu'il y a une surdose. Le poison, c'est toujours la dose. Si votre organisme est soumis en permanence à des stress, là, il ne peut plus s'adapter. Sa capacité adaptative est dépassée et c'est là que c'est mauvais. Et c'est là que ça agit sur la santé. Alors, avec quoi comme conséquences, par exemple? Alors, les conséquences, elles sont bien entendu multiples. Ça dépend des individus, ça dépend de la dose de stress, ça dépend de votre âge. Mais on va dire qu'il y a évidemment tous les troubles psychologiques. Donc, il y a déjà l'anxiété, l'apathie, la dépression. Ça peut même aller jusqu'au suicide. Oui. Et puis après, il y a les troubles vraiment physiques, les troubles du sommeil, les troubles cardiaques, les troubles digestifs, les troubles respiratoires. On la voit là à l'antenne, là, la migraine. Voilà. C'est quoi HTA? HTA, c'est hypertension artérielle. Ah oui, d'accord. Ça agit vraiment sur tout notre système cardiaque. D'ailleurs, on le sent quand on est stressé. On a aussi des palpitations, on sent que le cœur bat plus vite. Après, donc, il y a évidemment les troubles du sommeil. Ça aussi, on le ressent assez rapidement. Et puis après, il y a des effets à long terme qui sont un peu moins connus. Notamment, ça baisse l'immunité et ça accélère le vieillissement. Oui. Donc il faut vraiment faire attention. Donc on a tout faux. Les causes les plus répandues de l'apparition du stress, peut-être Philippe Rodet, qu'est-ce qu'en entreprise, je veux dire? C'est quoi, c'est le bruit? Alors, il y a plusieurs types de causes. Il y a des causes, par exemple, physiques. Vous venez de citer le bruit. Ça peut être des variations de température dans des entreprises où il y a des secteurs où on fait cuire des aliments, puis dans d'autres où ils sont congelés. Donc, les collaborateurs qui vont passer de moins 20 ou moins 30 à plus 50, et bien, effectivement, à chaque fois, c'est une source de stress. Ce sont les variations de pression. Les commandants de bord, par exemple, quand ils décollent avec leur avion, eh bien, l'altitude résiduelle dans une cabine d'avion est de 2000 mètres. La pression atmosphérique est plus basse. Les capteurs de pression de l'organisme le perçoivent. Et là, ce sera une réaction de stress. On ne le perçoit pas forcément soi, mais il y aura une réaction de stress, il y aura une libération d'hormones. Ce sont des sources d'origine chimique, alors celles-ci sont rares, c'est si on inhale des substances un petit peu toxiques. Et puis, il y a des sources les plus fréquentes que vous abordiez tout à l'heure, sont des sources d'origine psychique. Eh bien, c'est rentrer au travail en se pensant que ça va peut-être mal se passer. C'est le N+1, le supérieur hiérarchique, qui est peut-être un peu tendu, qui va être de mauvaise humeur. Et là, c'est notre psychisme qui va être générateur de sources de stress. C'est compliqué. Alors, Brigitte, le docteur vient de citer à l'instant les pilotes d'avion. On a une classification des métiers les plus stressants. Oui, alors il y a une classification qui est sortie, qui est toute récente. Donc on va le voir et vous verrez qu'il y a aussi des animateurs. On le comprend bien, évidemment.
Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. En premier, il y a évidemment les militaires, les pompiers, les pilotes d'avion, vous venez de le citer, les officiers de police, les organisateurs d'événements. Parce qu'en fait, leur stress, c'est quoi? C'est d'être toujours dans l'urgence, la réussite de l'événement, il y a souvent beaucoup d'argent aussi en compte, et plein de gens qui doivent travailler, il faut coordonner tout ça. Et puis ensuite, je crois que ça arrive sur la deuxième partie, donc on va voir le 6, 7, 8, 9, où il y a les journalistes et les animateurs. Donc vous aussi, vous êtes stressé. Non. Non, pas du tout. Non, ça va. Est-ce que vous faites aussi tous les exercices qu'il faut pour vous déstresser? J'avais une sophrologue sur le plateau hier qui m'a montré comment il fallait lâcher la valise, vous savez, en faisant comme ça. Et d'accord. Comme ça. Elle m'a montré Ça se voit, ça vous réussit Je très suis bien. absolument détendue, il n'y a aucun problème. Laure Wagner, j'ai vendu votre entreprise en disant qu'elle était celle qui chouchoutait le mieux les salariés en France. En fait, il y a un classement chaque année qui est effectué. Et il se trouve que Blablacar donc, était la première entreprise française. Qu'est-ce que vous faites? Alors non, je ne vais pas vous poser la question comme ça. Les salariés chez vous vont vraiment bien, tous? Tout le monde va bien, il n'y a pas de soucis de santé, il n'y a pas tous les risques aussi que vous avez évoqués. C'est quoi la moyenne d'âge chez vous? C'est 29 ans. Voilà. Donc, effectivement, on est une start-up jeune et c'est vrai qu'on a créé Blablacar en partant de rien, d'une page blanche il y a quelques années. Donc du coup, on a pu s'inspirer des meilleures pratiques et puis ne pas tomber dans les travers que certaines grosses entreprises avaient pu connaître. Donc du coup, évidemment, on a mis en place des conditions de travail sympathiques et qui n'engendrent pas de stress. On n'est pas non plus, du fait de notre métier, on fait du web, donc on n'a pas des conditions de travail particulièrement stressantes. Enfin là, on voit les images, vous êtes quand même en open space. On est en open space, voilà, ça peut être un petit peu bruyant, mais les conditions sont quand même exceptionnelles. Enfin, on est en centre-ville, les bureaux sont magnifiques, pratiques, neufs, sécurisés. Il y a tout l'aspect start-up, baby-food, etc. Mais c'est pas ça qui fait du bonheur en entreprise. En tout cas, il y a quoi alors concrètement? Concrètement, vous faites des petits-déj le vendredi, par exemple. Voilà. Ça, c'est une part. Alors, il y a l'aspect petit-déj, le côté il y a plus de poids après. Ah oui, mais alors là... Il y a beaucoup de fruits, c'est pas que... Non, mais c'est-à-dire, quand je dis vous chouchoutez vos salariés, c'est que vous êtes à l'écoute du salarié. Il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, tout ce qui est avantages aux salariés, donc les petits-déj, tout ce qui est séminaire annuel, etc., qui est fort sympathique. Mais je pense que ça vient encore d'autres choses, le bien-être chez Blablacar. C'est plutôt l'aspect, le sens qui est donné au travail, la compréhension des enjeux, la compréhension de son rôle dans son équipe, dans vous voulez dire que les gens sont staffés correctement. Exactement. Et savent pourquoi ils viennent travailler. Et puis la transparence, l'alignement entre ce que disent les fondateurs et le quotidien. Enfin, vraiment, c'est comprendre son travail et en être fier. Alors, Philippe Rodet, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir? Je vais vous poser une question je ne sais pas si vous pourrez me répondre en 2 mots, mais pour se protéger de ce stress-là, par exemple, des personnes toxiques, vous parliez tout à l'heure du N+1 ou du N-1, qui est vraiment pénible et qui passe ses journées à râler, et du coup, on absorbe forcément. Comment on fait pour se protéger de tout ça et pour éviter de se rendre vraiment malade, quoi? Eh bien, écoutez, je vais vous dire comment je fais, toujours. J'ai 2 techniques que j'utilise le soir qui me prennent à peu près 3 minutes. J'ai un petit carnet à spirale, je l'ouvre, je sépare la page en 2. Du côté gauche, je note tout ce qui s'est mal passé dans la journée. Du côté droit, tout ce qui s'est bien passé. Je repère les 3 points les plus positifs à mes yeux. Et quand je me couche, je me force à penser ces 3 points-là. C'est une forme d'hypnose de pleine conscience. Ah, ça, c'est on va rééquilibrer 2 grands systèmes nerveux qui régulent notre organisme. L'un qu'on appelle sympathique, qui a pour neuromédiateur l'adrénaline, et l'autre parasympathique, qui a pour neuromédiateur l'acétylcholine. Le sympathique, vu la vie que l'on mène, est toujours un petit peu plus puissant que le parasympathique. On va faire monter le parasympathique et recréer un équilibre protecteur. Donc ça veut dire que je note les 3 choses les pires qui me sont arrivées au bureau les 3 choses les mieux au bureau. Vous notez tout ce qui vous arrive de mal et tout ce qui vous arrive de bien. Et vous retenez les 3 plus positifs. Très bien. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie privée. Ah oui, d'accord. Et puis une fois que j'ai fait cela, je retourne mon petit carnet et au dos, je note les petits succès de ma journée. Alors, j'en ai pas tous les jours. Quand j'en ai pas, j'attends le lendemain pour essayer d'en avoir. Non, mais ce qui est important, parce que ça fait sourire, mais ce qui est important, c'est de dire que physiologiquement, ça joue vraiment un rôle. C'est pas simplement de se dire, je me conditionne pour me dire que je suis une gagnante et que je vais y arriver. Vous avez tout à fait raison. C'est que le premier, donc, on va réguler ces 2 grands systèmes nerveux. Et le deuxième, on va modifier l'expression d'un de nos gènes qui s'appelle OXTR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur à une hormone. Le récepteur devient plus actif, l'hormone agit davantage, et comme c'est une hormone apaisante, on est moins stressé. Alors, ça prend 3 minutes le soir. Mais non, mais alors on va essayer. Moi, je vais essayer ce soir. Il n'y a pas de souci. Brigitte, comment est-ce qu'on sait, parce qu'on parlait tout à l'heure du bon et du mauvais stress, pardonnez-moi, il y a la fatigue aussi. Comment est-ce qu'on sait qu'on risque d'arriver à un point de non-retour? Je crois que quand on commence à répéter « j'en ai marre déjà », il faut vraiment savoir s'écouter. Et il y a peut-être un petit conseil à donner, c'est savoir s'écouter soi-même, bien sûr, mais savoir aussi écouter les autres. Et je crois que quand on est plusieurs salariés, employés, tout ça,
c'est important aussi d'observer l'autre, de voir si on commence à le voir un peu renfermé, un peu anxieux, il ne parle plus, etc. Il faut savoir aller lui parler aussi, ça c'est important, regarder ses collaborateurs. Et il y a beaucoup de petits signes qui sont différents suivant les personnes. On a parlé de l'âge, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de l'âge. Je voudrais juste faire une petite remarque. Là, on parle de salariés quand on est nombreux. Mais il y a aussi des gens qui travaillent tout seuls, il y a des gens qui sont sur la route, il y a des gens qui ont des travaux pénibles, et il y a aussi, parce qu'on parle de médecine du travail, mais il devrait y avoir aussi des médecins du chômage, parce qu'il y a un réel stress aussi à ne pas travailler, et ça on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un autre sujet, bien entendu, Bénédicte. Non, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est très important, et puis pour ceux qui travaillent, il y a aussi le fameux droit à la déconnexion, dont on a beaucoup parlé aussi. Une autre chose importante, un conseil à donner, c'est de cloisonner. Il faut arriver à cloisonner. Il faut vraiment arriver, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale, il faut arriver à cloisonner. Là, je fais ça. Et une fois que ça, c'est terminé, c'est pour ça que les nouvelles technologies qui sont anciennes maintenant sont un peu un piège. Il faut vraiment arriver à se dire, je cloisonne. Laure Wagner, c'est faisable chez vous, ça, de cloisonner ou pas? On arrête les emails après 18 heures, est-ce que vous le faites, les réunions? Non, je ne le fais pas du tout. Non, parce que c'est un vrai sujet. On dit que c'est souvent le cas chez les cadres, mais en fait, c'est le cas chez tout le monde. En fait, on a eu cette réflexion chez Blablacar il y a quelques mois parce qu'on n'est pas super bon sur l'enquête, la fameuse enquête Great Place to Work ou Happy at Work, sur justement l'équilibre pro-perso. Mais en fait, ce n'est pas une souffrance pour la majorité des salariés chez Blablacar. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'en fait, peut-être, mais parce qu'aussi, la nouvelle génération, en fait, ne veut plus justement faire de cloison. En fait, ce que veut la nouvelle génération, c'est justement que le travail soit une satisfaction et corresponde à ses aspirations personnelles et que finalement, la frontière est plutôt floue. On veut s'habiller au boulot comme on s'habille le week-end. Donc, il n'y a plus tellement cette cloison. Et du coup, on en est venu à la conclusion que c'est quelque chose de très personnel. C'est à chacun de mettre la barrière là où ça lui correspond et là où il se sent bien. Ah oui, mais il faut que l'entreprise puisse le permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez l'impression, Philippe Rodet, que les entreprises commencent à prendre vraiment la mesure de l'importance de la déconnexion? D'une manière générale, de la santé au travail, d'être vigilant vis-à-vis de leurs collaborateurs. Oui, vous disiez tout à l'heure, il est extrêmement important de savoir reconnaître quelqu'un qui ne va pas bien. Et c'est vrai que longtemps, on s'est contenté de mettre en place des téléphones que les personnes pouvaient appeler en cas de souffrance. Et on s'est rendu compte que quand quelqu'un ne va pas bien, il n'appelle pas le plus souvent. En revanche, voir quelqu'un qui ne va pas bien, eh bien, il y a de plus en plus d'entreprises qui forment ce que l'on appelle des bienveilleurs. Des personnes qui sont capables de voir quelqu'un qui ne va pas bien, qui sauront s'adresser à cette personne et qui sauront l'orienter par la suite. Donc oui, il y a des changements majeurs qui s'opèrent. On voit des entreprises qui essayent d'accorder un petit peu d'autonomie à leurs collaborateurs, qui vont renforcer le sens. Vous avez la chance de faire un métier où vous savez à quoi vous servez. Mais combien de personnes ne savent pas à quoi elles servent? Combien de personnes on ne l'explique pas? Eh bien, c'est une grosse source de stress pour le coup. C'est colossal. Alors, il y a aussi le télétravail qui se développe. Il y a pas mal d'entreprises qui laissent leurs employés, quand c'est possible évidemment, c'est pas toujours possible, mais ça permet quand même d'abaisser aussi le niveau de stress. Tout à fait. Un juste niveau de télétravail est bien. Si on le développait trop, bien on perdrait les relations sociales qui sont aussi protectrices. Donc il faut trouver le juste équilibre qui va apporter un peu d'autonomie et s'il est à dose mesurée, n'altérera pas la cohésion des équipes. Alors il y a une dernière chose dont je voulais parler avec vous, je l'ai vu dans votre livre. Vous avez une réponse qui est assez étonnante. Pour protéger du stress, il faut avoir un meilleur ami. Oui, c'est très efficace. C'est drôle. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir, il y a une étude qui l'a prouvé, avec qui on va pouvoir échanger en toute confiance est très protecteur. Vous savez, le meilleur traitement du stress, c'est certainement, d'une part, le plaisir, mais aussi l'affect. La qualité des relations qu'on va avoir avec quelqu'un. L'affect va favoriser l'émergence d'une hormone qui est l'ocytocine. Et l'ocytocine est certainement le meilleur anti-stress qui soit. Et c'est très important. Et si votre meilleur ami, c'est le patron, c'est encore mieux. Et c'est très important, Brigitte, de ne pas être trop médicalisée aussi. C'est-à-dire qu'on en a parlé souvent toutes les deux ensemble, mais de ne pas aller prendre des espèces de pilules du bonheur, je me déstresse, je vais prendre de l'homéopathie. Déjà, ça n'existe pas. Oui, voilà, d'accord. Donc, au moins, les choses sont claires. Non, c'est vrai, il ne faut pas tout de suite filer chez son médecin. En revanche, il ne faut pas attendre non plus trop longtemps. Parce que après, les choses s'installent et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, le meilleur ami, ça, c'est une très bonne idée. Je crois qu'il faut arriver à communiquer, à parler avec son ami, avec ses collaborateurs, etc. Mais il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, sinon on a tendance à s'enfermer. Et là, ça s'incruste et on peut arriver à des drames que l'on a vu dans de nombreuses entreprises, parce que les entreprises, elles signent toute la charte de protection, surveillance, le bien-être entre tout le monde, mais je ne sais pas si elles le respectent toutes. Oui, Laure. On a une pratique managériale chez Blablacar qui est très vertueuse pour le coup, pour pouvoir déceler des situations, c'est qu'en fin de semaine, on fait ce qu'on appelle une rétrospective de la semaine et on va justement, un peu comme vous sur votre petit carnet tous les soirs, bon nous c'est que le vendredi, on va mettre sur des post-it tout ce qu'on a trouvé positif, négatif pendant la semaine et proposer une idée à l'équipe, une idée pour arranger quelque chose. Et du coup, le dialogue avec le manager se fait
au quotidien, mais aussi particulièrement pendant ce temps fort de rétrospective de la semaine. Et du coup, les situations ne traînent pas. Rappelez-moi juste rapidement combien vous êtes dans l'entreprise. Alors, à Paris, on est 350 et dans le monde, comme on est dans 22 pays, on est 550. Merci beaucoup. Le manager, il est toujours avec vous oui, c'est ça. Il n'y a pas les portes fermées. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Je vais simplement citer votre livre parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver là-dedans. Si ça vous intéresse, évidemment, et que vous vous sentez peut-être un peu concerné, ça s'appelle Le bonheur sans ordonnance. Et ce livre est publié aux éditions Erol. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu nous voir. La suite, tout de suite.